Est-ce que tu peux nous parler de Moi, je tout ce peux. travail sur la musique Alors particulier? d'abord, j'ai raconté donc les deux séquences, mais quand j'ai écrit la séquence de la mort, qui n'était pas tout à fait celle qui est dans le film, j'ai immédiatement pensé à la communication entre les vivants et les morts, donc au Requiem de Fauré. Et puis là, j'ai dû user trois ou quatre disques. Je l'ai écouté du matin au soir, sur Gère aussi d'ailleurs. Et on a donc, j'ai acquis les droits qui n'étaient pas donnés, qui étaient même très chers. Ce qui est un peu scandaleux, c'est que le film a fait vendre 40 000 disques. Donc j'aurais pu avoir des royalties, mais j'en ai pas eu. Voilà. Après, je suis très très reconnaissant, Roland Vincent, de m'avoir fait une musique complètement plate, qui n'intervienne pas. Il aurait pu jouer avec Fauré. Il m'a dit, Paul, c'est trop fort, il faut que je sois très très discret. Bon. Et puis il y a la chanson qui vient un peu comme une verrue dans le film, volontairement, hein. Et cette chanson, va-t'en, si on regarde, si on écoute bien le film, la plupart du temps, on lui dit va-t'en. C'est quelqu'un qui gêne. Manifestement, ce personnage de Pierrot, il gêne. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si. Et puis derrière une vitre, elle est filmée, il y a aussi cette mise à distance de Myriam Mézières qui est pas tout de suite visible et qui ensuite... et puis il y a tout un jeu de reflets, donc il y a beaucoup de choses dans cette scène qui ressemblent aux scènes de la pharmacie. Et comment tu as travaillé avec les comédiens sur ce film? Tu disais qu'il y avait une sorte d'équilibre aussi, de balancier entre Silberg et Surgère, qu'ils étaient comme des contrepoints l'un de l'autre. Est-ce que Oui. c'est quelque chose qui était très conscient ou qui s'est aussi découvert avec les 9 mois de tournage ou... Non, je l'ai découvert effectivement au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que Nicolas avait besoin de s'inventer un personnage, je ne dirais pas en parallèle, mais en surimpression au personnage du script. Donc il s'inventait des dialogues entre les prises, il se baladait, puis il racontait des trucs comme ça. Pendant ce temps, Hélène Surgère était les yeux fermés, en repos. Et le miracle, d'ailleurs, le miracle, je l'ai vu dans la scène du baiser. Au moment où elle lui dit si c'est incontrôlable, faut-il le camp, elle va mettre la pavane à la place du requiem, ce qui est aussi une espèce de caractérisation du personnage. Lui, c'est le requiem, elle, c'est la pavane. Et quand elle le rejoint, il y a le baiser. Or, le fait que Nicolas soit chargé à ce point et elle complètement vide, lui, dans le plan, il se déchargeait et elle se chargeait dans le plan. Et le miracle, c'est que la rencontre se fait au moment du baiser, quoi. Et quand on est réalisateur, quand on voit une chose comme ça, on est complètement par terre de bonheur, de jouissance. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils étaient très, très, très complémentaires. D'ailleurs, ils ne s'aimaient pas beaucoup, hein, dans le film, le tournage. Après, ils se sont appréciés, mais sur le tournage, les sentiments étaient tellement forts qu'il y avait une espèce de pudeur comme ça entre eux, et ça se traduisait quelquefois par des choses un peu dures, des paroles un peu dures. Si vous avez des questions, c'est l'occasion de pouvoir les poser à Paul Vecchiali. Ah oui, 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 oui. Comme ça. S'il vous plaît. Bon, je sais que c'est un peu lourd à la fin du film, hein, qu'il faut un peu laisser retomber, mais... Je ne sais pas si tu as parlé de ça au début, c'est peut-être un détail. Moi, ça m'avait beaucoup intrigué quand j'ai fait le livre. C'était que tu aies tourné le film chez toi, l'endroit où tu vivais à l'époque, au Kremlin-Bicêtre. Je ne sais pas si en introduction du film, tu as précisé cette chose-là ou pas, Non, mais qui est à la fois un peu anecdotique, mais en même temps qui dit beaucoup de choses sur non, ta manière de travailler, l'artisanat, la communauté, le rapport aussi à ton intimité. Ça a été tourné vraiment chez toi, la chambre, la ruelle, en partie, disons, les scènes oui, chez non, Pierrot. la ruelle a un rôle capital dans le film. Mais il y a une autre chose. Le salon où je vivais a servi deux fois de décor. Une première fois, c'est la scène entre Béatrice Bruno et Nicolas Silberg, quand il n'arrête pas de pleurer, et qu'elle le frappe et tout. Et puis qu'ils se mettent tous les deux le menton, c'est un plan que j'adore. Et il y a ça. Mais en même temps, on a fait le restaurant dedans. On a fabriqué le restaurant grâce à un ami quoi, qui d'ailleurs s'occupait du département traiteur de Diagonale, qui a organisé le restaurant avec, sur mes indications, parce que je voulais du rouge et du mauve, ou du bleu. Bleu, mauve et rouge, c'est les couleurs du film. Et c'est assez rigolo parce que
Quand on a commencé cette scène, Georges Strové se promenait, comme toujours, avec son truc, là, hein, pour savoir la lumière, tout. Et il était devant Hélène, et puis il a dit maladroitement, je ne sais plus comment l'éclairer. Et le soir, Hélène a bu du champagne jusqu'à être complètement beurrée, en me disant mais pourquoi tu t'obstines avec moi, tu vois, on peut même plus m'éclairer. J'ai dit mais t'es complètement folle. C'est l'appartement, c'est la pièce qui ne savait plus comment éclairer, c'est pas toi. Parce qu'on avait tellement tourné dans cette pièce. Change pas de main est tourné là. Enfin, il y a énormément de films qui ont été tournés chez moi. Et Georges, dans cette pièce, il est un peu paumé. Il disait comment où mettre les lumières, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire. Hélène l'a pris pour elle et c'était un peu tragique. Mais après, elle était morte de rire. C'est vrai que c'est une spécificité de ton cinéma, de tourner à la maison. Bah oui, c'est une économie. Et en même temps, c'est un lieu que tu transformes beaucoup, parce que c'est vrai que tu prends l'exemple du restaurant, mais dans d'autres films, dans Rosa par exemple, la chambre d'amis qui est devenue... bah oui, le placard est devenu une coiffeuse, etc. Non, en plus, c'est amusant à faire. C'est très amusant. Et puis pourquoi aller chercher des décors dispendieux? Vaut mieux mettre l'argent dans le film. Je sais pas, Marie-Claude, si vous avez quelque chose à raconter sur le tournage du film. Ce que je voudrais dire, effectivement, c'est que comment dire, chez Paul, l'espace public et l'espace privé, c'est un peu la même chose. Ça communique, tout communique, et tout le monde sert à tout. Et il n'y a pas de hiérarchie non plus. C'est-à-dire que le premier venu, c'était mon cas, bénéficiait des mêmes égards, des mêmes explications que les plus instruits. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je comprenais le purgatoire de Paul sur Terre, en matière de public, enfin, ou en tout cas de la façon dont on l'a traité. C'est qu'il parle d'un monde qui est interdit à la représentation. En réalité, c'est une espèce de monde hybride du Kremlin-Bicêtre et de ces gens-là, et que le cinéma n'a jamais vraiment représenté, sauf peut-être dans les années d'avant-guerre ou un peu après-guerre. Hein, d'où tu sors. Et voilà. Et c'est, je pense, le secret du film. Le maintenant m'apparaît clairement, c'est la mer. C'est ça, le nœud. C'est Madeleine Robinson. Voilà. Oui, là, il y a une petite erreur dans la masterisation que je regrette beaucoup. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est un peu comme les rides des personnages. Dans la scène du toit où il y a cette fête, l'anniversaire, Madeleine Robinson chante une chanson qui a deux couplets. Le premier couplet est chanté pendant le mouvement de grue qui va jusqu'en haut. Et le deuxième couplet est au contraire sur la caméra en plongée fixe. Et au mixage, j'avais baissé d'un ton le deuxième couplet. Et là, je pense que les grands spécialistes, les grands professionnels ont dû se dire qu'il y a une erreur. Ils ont remonté le son du deuxième couplet. Et moi, j'aimais bien cette espèce de décalage parce que ça ouvrait la porte à la mort. Et bon, ben, ça y est plus, tant pis. Voilà. Alors on a parlé du Kremlin-Bicêtre. C'est vrai qu'il y a toutes les scènes aussi méditerranéennes qui sont la deuxième partie ou le dernier tiers du film plutôt, et qui est en tout point a priori différent de la première partie. Tout d'un coup, les corps se libèrent, les deux se rencontrent. Est-ce que tu peux nous parler des tournages de ces scènes en particulier et du traitement volontairement différent du début? Il y a une mise en scène qui tout d'un coup prend un autre élan dans ces scènes-là. Alors à partir du moment où on a décidé de tourner dans le Midi, moi j'ai revu complètement le film dans ma tête. Et je me souviens par exemple la scène des mots d'amour, qu'on appelait comme ça. Invente-moi des mots d'amour, je n'en connais pas. Je l'ai écrite la veille du tournage. Quand j'ai donné à Silberg, il a poussé les hauts cris, il dit « Mais tu es complètement fou, tu ne te rends pas compte, une scène comme ça, ça demande des semaines à l'intégrer. » Bon, c'est son droit, je veux dire. Hein. Et puis après, je l'ai donné à Surgère, qui est à lui, qui m'a dit « Oh, mais je vais pleurer. » Et puis le lendemain, on a tourné, et ils sont tous les deux absolument magiques. Bon, donc, il y a eu beaucoup de scènes comme ça que j'ai, entre guillemets, inventées, qui n'étaient pas prévues dans le scénario, parce que j'avais envie de me servir de
ces décors, de ce truc. J'avais envie aussi d'accélérer le mouvement par des montages cut quand elle raconte un peu son passé. On passe vraiment très très cut comme ça avec des plans relativement courts pour donner une rythmique, une cadence qui soit très différente de la fluidité du Requiem. Parce qu'il fallait garder la fluidité du Requiem pour la fin. Voilà un peu ce qui s'est passé dans le truc. Mais je reviens à La Ruelle parce que, d'abord, d'une part, pour ceux qui ont vu La Machine, les gens de La Ruelle ont les mêmes noms que dans le bistrot de La Machine. Si un jour vous voyez La Machine, vous verrez, ils ont les mêmes noms. Et il m'a souvent été reproché, même parmi les gens qui adoraient le film, les personnages de La Ruelle, en me disant c'est pas utile. Or, Hélène Surgère me disait sans La Ruelle, c'est l'éternel retour. Et ça n'a aucun sens. Voilà, c'est du pathos, c'est rien du tout. Et La Ruelle amène d'abord une distance et aussi une assimilation, parce qu'à partir du moment où Pierrot s'écarte en quelque sorte de La Ruelle, puisqu'il va vers la bourgeoisie, tout le monde se découvre quelque chose. Lina, elle achète un chien, l'autre, il répare la carriole. Il y a tout un truc qui se passe et qui ne se serait sans doute pas passé s'il n'y avait pas, sans parler des personnages d'Emma qui évoluent formidablement au long du film, sans La Ruelle, moi je suis d'accord avec Surgère de toute façon, évidemment, puisque je l'ai écrit. Mais sans La Ruelle, je pense que le film aurait été, je ne dis pas pauvre, mais incomplet. Il y a une forme de regard miroir, comme ça, entre ces gens de La Ruelle et cette espèce d'amour mythique à la Tristan et Iseult. C'est ça qui moi, me paraissait important, mais je vous assure, ça n'a pas été compris. Aujourd'hui encore, il y a des critiques qui mettent ça, qui disent « Ah, c'est dommage, La Ruelle ». Bon, je sais pas. De même que dans Nuit blanche sur la jetée, il y a des gens qui disent le prologue indigeste, sans se rendre compte que c'est le prologue qui explique tout le film. C'est bizarre, mais bon, il faut accepter. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent même physiquement dans la part de Silberg ce que tu dis, l'émancipation par rapport au groupe et par rapport à sa mère. Et tout d'un coup, il y a une sorte de maturité du personnage, une sorte pas vraiment de vieillissement, mais de maturité, de transformation physique qui est très visible. Et à l'inverse, elle, du côté peut-être de l'irrationnel, on a l'impression qu'elle rajeunit. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à dire, qui est purement du ressenti. Elle devient avec le film de plus en plus jeune, quoi. Elle se rapproche de quelque chose, elle se transforme. Le plan où elle est la plus belle, c'est quand elle vient, c'est un plan séquence où Nicolas est dans sa voiture et elle sort de chez elle, et lui il klaxonne, elle vient avec ce petit corsage très serré, rouge, une jupe, elle vient vers lui et lui dire « Je ne peux pas rester, j'ai un rendez-vous avec mon neveu à la gare Saint-Lazare ». Lui, il est complètement ahuri de ça, quoi, vu tout ce qui s'est passé avant. Et là, elle est d'une beauté absolument incroyable, quoi. Mais lui, pour moi, je suis un peu différent de ton point de vue sur lui. Je pense que c'est un jusqu'au-boutiste et qu'il y a une part seulement, une part d'orgueil dans le côté d'orgueil masculin, comme ça. Il faut que je l'aie. Il faut absolument que j'ai cette femme. Elle se refuse, mais moi, je la veux. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à faire le clown dans la rue, etc. Et Nicolas a ça en lui en plus. Il a cette distance. Moi, je le trouve vraiment époustouflant dans le film. Bon, Surgère, c'est évident, mais lui, je le trouve vraiment époustouflant. Et pour vous marquer le personnage de Nicolas, qui est très expansif dans la vie, quand on tournait les scènes devant la pharmacie, il m'emmerdait un peu, quoi. Il venait tout le temps me titiller, me raconter des trucs, je ne sais pas si tu te souviens. Et je lui ai dit, écoute Nicolas, tu m'emmerdes, tu vas t'asseoir là et tu surveilles les pigeons. Tu leur donnes à manger, tu surveilles les pigeons. Il est arrivé une dame qui descendait la porte d'Italie, l'avenue d'Italie, et qui va voir Nicolas et qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? On fait un film, madame. Ah bon, mais vous avez l'autorisation? Ah oui, madame. On a l'autorisation pour la pharmacie, la rue, et même les pigeons. Merde, il en manque un. Et pas du tout pour nous, hein, parce qu'il faisait tout seul ça, hein, avec la bonne femme. Moi, je l'ai entendu, mais voilà, ça c'était Silberg. Il a une distance terrible comme ça, et puis quand il est devant l'écran.
C'est vrai que de toute façon, c'est un personnage très paradoxal. Tu dis effectivement, il a ce côté très romantique, il a ce côté très prédateur. Il a les deux à la fois, comme elle. Alors, ils n'ont pas le même type de dualité, mais ils sont tous les deux assez duels. Elle a ce double prénom aussi, qui du coup est peut-être plus visible. Est-ce que tu peux nous parler de ça, parce que ça fera le lien avec le film suivant, Aux Démarches, parce que tu m'avais dit une fois, je l'ai relu tout à l'heure, que son double prénom, Jeanne Michel, c'était le nom d'une maison de ta maman. Oui, oui. C'est la villa Jeanne Michel, c'est la villa où où j'ai habité aussi, hein, quand j'étais en vacances dans Toulon. J'ai pris ça, quoi. Et c'est un musée qu'elle refuse de. Moi, je ne m'appelle jamais. C'est ce qu'elle dit dans le film. Ça m'amusait qu'elle-même se soit donné un double prénom en ayant conscience, quelque part. Il y a quelque chose ? Il faut bientôt arrêter parce qu'on doit aller à la librairie faire la signature. Quelque part, elle est consciente de sa duplicité. Et elle donne ces deux prénoms qui sont d'ailleurs peut-être pas les vrais. Hein. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas... On va se retrouver à la librairie. Attends une seconde. À une question. Il y a des questions. Ah non, là, moi, j'ai toujours la musique avant. Toujours, et quelquefois, elle était envoyée sur le plateau. Par exemple, dans la scène où elle lui dit quand on vient chez les gens là, pour la première fois, on n'amène rien. Pendant la préparation du plan, il y avait la musique sur le plateau. Toujours, je fais ça presque toujours. Hein. C'est très très important. C'est pour tout le monde. Moi, par exemple, dans Femme Femme, je peux vous dire que le travelling de fin, dans la scène finale, le machinot, il avait les écouteurs avec la musique. Et il poussait le travelling avec la musique dans les oreilles. Bon, on va aller vite, s'il y a une autre question, et puis... Eh bien, j'ai vu Nicolas Silberg à la télévision dans La Dame de Montsoreau, et je me suis dit, je ne vois pas l'équivalent en France. J'ai proposé à Hélène, parce que je pensais qu'il était indispensable qu'Hélène choisisse avec moi son partenaire. Et elle m'a dit, je l'ai vu à son concours d'entrée au conservatoire, c'est OK. Voilà, je pense qu'il faut libérer maintenant, pardonnez-moi. On se retrouve, si vous voulez, à une séance à 9h pour Aux Démarches.